Les raisins et les amandes et les figues et les pommes et les oranges et les chocolats et les sucreries furent alors distribués autour de la table, et tante Julia invita tous les invités à prendre au choix du porto ou du sherry. Au début, Mr. Bartell D'Arcy refusa l'un et l'autre, mais un de ses voisins lui donna un coup de coude et lui glissa quelque chose à l'oreille, après quoi il accepta de se faire remplir son verre. Peu à peu, à mesure que les derniers verres se remplissaient, la conversation s'éteignit. Un silence suivit, interrompu seulement par le bruit du vin et par le grincement des chaises. Les demoiselles Morcan, toutes les trois, baissaient les yeux vers la nappe. Quelqu'un toussa une ou deux fois, puis quelques messieurs tapotèrent doucement sur la table pour faire silence. Le silence s'installa, et Gabriel repoussa sa chaise. Les encouragements sous forme de petits coups sur la table s'intensifièrent un instant avant de s'arrêter complètement. Gabriel posa ses 10 doigts tremblants sur la nappe et sourit nerveusement à l'assemblée. Rencontrant une rangée de visages levés vers lui, il dirigea son regard vers le lustre. Le piano jouait un air de valse, et il pouvait entendre le frôlement des jupons contre la porte du salon. Peut-être des gens se tenaient-ils debout dans la neige sur le quai à l'extérieur, regardant les fenêtres éclairées et écoutant la musique de valse. Là-bas, l'air était pur. Au loin s'étendait le parc, où les arbres s'alourdissaient de neige. Le monument Wellington, coiffé d'une neige scintillante, jetait ses reflets vers l'ouest, sur le champ immaculé de 15 Acres. Il commença. « Mesdames et messieurs, c'est à moi qu'il incombe ce soir, comme les années précédentes, de m'acquitter d'une tâche très agréable, mais une tâche pour laquelle je crains que mes faibles talents d'orateur ne soient pas à la hauteur. »« Non, non, dit Mr. Brown. Mais, quoi qu'il en soit, je ne peux que vous demander ce soir d'accepter la bonne intention et de me prêter votre attention pendant quelques instants, pendant que je m'efforce de vous exprimer par des mots quels sont mes sentiments en cette occasion. Mesdames et messieurs, ce n'est pas la première fois que nous nous réunissons sous ce toit hospitalier, autour de cette table accueillante. Ce n'est pas la première fois que nous sommes les bénéficiaires, ou devrais-je plutôt dire les victimes, de l'hospitalité de certaines gentes dames de notre connaissance. Il fit un cercle en l'air avec son bras et marqua une pause. Tout le monde rit ou sourit à l'adresse de tante Kate, tante Julia et Mary-Jane, qui rougirent toutes de plaisir. Gabriel reprit plus hardiment. « Je ressens de plus en plus fort, chaque année qui passe, que notre pays n'a pas de tradition qui lui fasse autant d'honneur et qu'il devrait garder plus jalousement que son hospitalité. C'est une tradition unique, d'après mon expérience, et j'ai visité pas mal d'endroits à l'étranger, parmi les nations modernes. Certains diront peut-être que chez nous, c'est plutôt une faiblesse qu'un sujet de vantardise. Admettons, mais alors c'est, à mon avis, une faiblesse princière, et j'espère qu'elle sera longtemps cultivée parmi nous. D'une chose au moins, je suis sûre, tant que ce toit abritera les bonnes dames susmentionnées, et je souhaite de tout mon cœur qu'il en soit ainsi pendant de nombreuses années encore, la tradition de l'hospitalité irlandaise authentique, chaleureuse et courtoise que nos ancêtres nous ont transmise et que nous devons à notre tour transmettre à nos descendants, est toujours vivante parmi nous. Un chaud murmure d'approbation parcourut la tablée. Gabriel songea que Miss Ivors n'était pas là et qu'elle était partie sans courtoisie, et il dit, avec confiance en lui, « Mesdames et messieurs, une nouvelle génération grandit parmi nous, une génération animée par des idées et des principes nouveaux. Elle est sérieuse et passionnée par ces nouvelles idées, et son enthousiasme, même lorsqu'il est mal dirigé, est, je crois, sincère dans son essence. Mais nous vivons à une époque sceptique, et si j'ose dire, tourmentée par la pensée. Et parfois je crains que cette nouvelle génération, éduquée ou suréduquée comme elle l'est, ne manque de ces qualités d'humanité, d'hospitalité et d'humour bienveillant qui appartenaient à une époque plus ancienne. En écoutant ce soir les noms de tous ces grands chanteurs du passé, il m'a semblé, je l'avoue, que nous vivions dans une époque moins ample. Oui, ces jours révolus avaient, sans exagération, de l'ampleur. Et s'ils sont passés pour toujours, espérons au moins que lors de rassemblements comme celui-ci, nous en parlerons toujours avec fierté et affection, et que nous chérirons toujours dans nos cœurs la mémoire de ces grands disparus, dont le monde ne laissera pas la renommée s'éteindre. « Bravo !» s'écria Mr. Brown avec force. « Et pourtant, poursuivit Gabriel,
sa voix s'abaissant à une inflexion plus douce. Il y a toujours, lors de réunions comme celle-ci, des pensées plus tristes qui nous viennent à l'esprit, la pensée du passé, de la jeunesse, des changements survenus, des visages absents qui nous manquent ce soir. Notre chemin à travers la vie est parsemé de nombreux souvenirs tristes, et si nous devions toujours les ruminer, nous ne trouverions pas le courage de poursuivre notre travail parmi les vivants. Nous avons tous des devoirs et des affections qui nous réclament, à bon droit, des efforts acharnés. C'est pourquoi je ne m'attarderai pas sur le passé. Je ne laisserai aucune sombre leçon de morale s'immiscer parmi nous ce soir. Nous sommes ici réunis pour un bref moment, loin de l'agitation et de la course de notre routine quotidienne. Nous nous rencontrons ici en tant qu'amis, dans un esprit de camaraderie, en tant que collègues aussi, dans un certain sens, dans le véritable esprit de camaraderie, et en tant qu'invités de, comment les appellerai-je, les trois grâces du monde musical dublinois. Toute la tablée éclata en rires et en applaudissements à cette référence. Tante Julia demanda en vain à chacun de ses voisins de lui répéter ce que Gabriel avait dit. « Il dit que nous sommes les trois grâces, tante Julia, » dit Mary-Jane. Tante Julia ne comprenait pas, mais elle leva les yeux vers Gabriel en souriant. Celui-ci poursuivit sur le même ton. « Mesdames et messieurs, je ne tenterai pas ce soir de jouer le rôle qu'a tenu Paris en une autre occasion. Je ne tenterai pas de choisir entre elles. La tâche serait malaisée et dépasserait mes modestes capacités. Car lorsque je les contemple tour à tour, que ce soit notre hôtesse principale elle-même, dont le bon cœur, dont le trop bon cœur, est devenu proverbial pour tous ceux qui la connaissent, ou sa sœur, qui semble douée d'une éternelle jeunesse et dont le chant a dû être une surprise et une révélation pour nous tous ce soir, ou encore, last but not least, lorsque je considère notre plus jeune hôtesse, talentueuse, joyeuse, travailleuse et la meilleure des nièces, je l'avoue, mesdames et messieurs, j'ignore à laquelle d'entre elles je devrais attribuer le prix. Gabriel baissa les yeux vers ses tantes, et, voyant le grand sourire sur le visage de tante Julia, et les larmes qui étaient montées aux yeux de tante Kate, il se précipita à leur côté. Il leva son verre de Porto avec bravoure, tandis que tous les membres de la compagnie approchaient impatiemment leurs doigts de leur verre, et dit à haute voix « Portons-leur un toast, à toutes les trois, buvons à leur santé, à leur fortune, à leur longue vie, à leur bonheur et à leur prospérité. Puissent-elles continuer longtemps à occuper la position fière et durement acquise qu'elles occupent dans leur profession, et la position d'honneur et d'affection qu'elles occupent dans nos cœurs. » Tous les invités se levèrent, un verre à la main, et, se tournant vers les trois dames assises, chantèrent à l'unisson, sous la direction de Mr. Brown, « Elles sont de bons camarades, elles sont de bons camarades, elles sont de bons camarades, personne ne peut le nier. » Tante Kate se mouchait, sans retenue, et même tante Julia semblait émue. Freddy Malins battait la mesure avec sa fourchette à dessert, et les chanteurs se tournèrent les uns vers les autres comme s'ils tenaient une conférence mélodieuse, tout en chantant avec emphase. « À moins d'être un menteur !» Puis, se retournant enfin vers leurs hôtesses, ils chantèrent « Elles sont de bons camarades, elles sont de bons camarades, elles sont de bons camarades, personne ne peut le nier. » Les acclamations qui suivirent furent reprises au-delà de la porte de la salle à manger par de nombreux autres invités et renouvelées à maintes reprises, Freddy Malins jouant le rôle de chef d'orchestre avec sa fourchette levée bien haut. L'air piquant du matin pénétra dans le hall où il se tenait, de sorte que tante Kate dit « Que quelqu'un ferme cette porte. Mrs. Malins va attraper la mort. »« Brown est là, dehors, tante Kate, » dit Mary-Jane. « Brown est partout, » dit tante Kate en baissant la voix. Mary-Jane rit de son ton. « Vraiment, » dit-elle malicieusement, « il est très attentionné. »« Oh, Gaz et Brown à tous les étages, pendant toute la période de Noël » dit tante Kate sur le même ton. Cette fois, elle rit elle-même avec bonne humeur et ajouta vivement « Mais dis-lui de rentrer, Mary-Jane, et ferme cette porte. J'espère par tous les dieux qu'il ne m'a pas entendue. » À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit, et Mr. Brown entra en riant comme si son cœur allait lâcher. Il était vêtu d'un long pardessus vert, garni de faux astracans aux poignets et au col, et coiffé d'un bonnet de fourrure ovale.
Il pointa du doigt le quai enneigé, d'où provenait un sifflement aigu et prolongé. « Teddy va faire venir toutes les voitures de Dublin, dit-il. » Gabriel sortit du petit vestiaire derrière l'office. Il se battait avec son pardessus, et, jetant un coup d'œil dans le hall, il demanda « Greta n'est pas encore descendue ?»« Elle prend ses affaires, Gabriel, » dit tante Kate. « Qui joue là-haut ?» demanda Gabriel. « Personne, tout le monde est parti. »« Oh non, tante Kate, » dit Mary-Jane. « Mr. Bartell D'Arcy et Miss O'Callaghan ne sont pas partis encore. »« Quelqu'un s'amuse avec le piano, quoi qu'il en soit, » dit Gabriel. Mary-Jane regarda Gabriel et Mr. Brown et dit dans un frisson. « Oh, cela me donne froid de vous regarder emmitoufler ainsi, messieurs. Je n'aimerais pas du tout affronter votre trajet de retour pour rentrer à cette heure. »« Je n'aimerais rien tant à cet instant, » dit Mr. Brown résolument, « qu'une bonne marche à la campagne ou une promenade en voiture tirée par un cheval bien fougueux. »« Nous avions autrefois un très bon cheval et une calèche à la maison, » dit tante Kate tristement. « L'inoubliable Johnny, » dit Mary-Jane en riant. Tante Kate et Gabriel se mirent à rire eux aussi. « Mais qu'est-ce que ce Johnny avait de si merveilleux ?» demanda Mr. Brown. « Le regretté Patrick Morcan, notre grand-père, c'est-à-dire, expliqua Gabriel, qu'on l'appelait plus communément le vieux monsieur dans ces dernières années, était un fabricant de colle. »« Oh non, Gabriel, » dit tante Kate en riant, « il avait une amidonnerie. »« Colle ou amidon, » dit Gabriel, « le vieux monsieur avait un cheval, du nom de Johnny. Et Johnny travaillait autrefois au moulin du vieux monsieur. Il tournait en rond et encore en rond pour le faire fonctionner. C'était très bien, certes, mais attendez la partie tragique de l'histoire de Johnny. Un beau jour, le vieux monsieur a eu envie de sortir avec la haute société pour une revue militaire dans le parc. « Que le Seigneur ait pitié de son âme !» dit tante Kate avec compassion. « Amen !» dit Gabriel. Donc le vieux monsieur, comme je le disais, a attelé Johnny, a mis son meilleur haut de forme et son meilleur faux-col, et est sorti en grande pompe de son manoir ancestral, quelque part près de Back Lane, je crois. Tout le monde se mit à rire, même Mrs. Malins, devant la manière de parler de Gabriel. Tante Kate répliqua. « Oh, Gabriel, il n'habitait pas vraiment Back Lane, seul le moulin s'y trouvait. »« De la demeure de ses ancêtres, » poursuivit Gabriel, « il est parti en calèche avec Johnny, et tout se passa magnifiquement, jusqu'à ce que Johnny arrive à la hauteur de la statue du roi Billy. Et, que ce soit parce qu'il est tombé amoureux du cheval du roi Billy ou parce qu'il s'est cru de retour au moulin, toujours est-il qu'il s'est mis à tourner autour de la statue. » Gabriel se mit à marcher en rond dans le hall avec ses galoches, au milieu des rires des autres. Il tournait en rond, indéfiniment, reprit Gabriel, et le vieux monsieur, qui était un vieux monsieur très pompeux, en fut indigné au-delà de toute expression. « Avancez, monsieur! Qu'est-ce que cela signifie, monsieur? Johnny! Johnny! Voilà un comportement des plus extraordinaires! Je ne comprends pas ce cheval !» L'éclat de rire qui suivit l'imitation de l'incident par Gabriel fut interrompu par un coup retentissant à la porte du hall. Mary-Jane courut l'ouvrir et laissa entrer Freddy Malins. Freddy Malins, le chapeau bien enfoncé sur la tête et les épaules voûtées par le froid, soufflait et fumait après ses efforts. « Je n'ai pu trouver qu'un seul fiacre, dit-il. »« Oh, on en trouvera un autre le long du quai, » dit Gabriel. « Oui, dit tante Kate, il ne faut pas laisser Mrs. Malins grelotter dans le courant d'air. » Freddy et Mr. Brown aidèrent Mrs. Malins à descendre les marches du perron. Après de nombreuses manœuvres, on réussit à la hisser dans le fiacre. Freddy Malins grimpa à son tour et s'employa longuement à l'installer sur son siège, Mr. Brown l'aidant de ses bons conseils. Enfin, elle fut confortablement installée, et Freddy Malins invita Mr. Brown à monter dans le fiacre. Une conversation confuse s'ensuivit, puis Mr. Brown entra à son tour. Le cocher rabattit la couverture sur ses genoux et se pencha pour prendre l'adresse. La confusion augmenta, et le cocher reçut des adresses différentes de Freddy Malins et de Mr. Brown, qui sortaient tous les deux la tête par une fenêtre différente du fiacre. La difficulté était de savoir où déposer Mr. Brown le long du trajet. Tante Kate, tante Julia et Mary-Jane participèrent à la discussion depuis le perron, lançant des indications contradictoires et des contre-ordres, non sans rire abondamment. Quant à Freddy Malins, il riait tant qu'il n'arrivait plus à parler.
Il passait sa tête par la fenêtre à chaque instant, au péril de son chapeau, et racontait à sa mère comment la discussion avançait. Finalement, Mr. Brown cria au cocher déconcerté, par-dessus le vacarme du rire général. « Connaissez-vous Trinity College ?» « Oui, monsieur, » répondit le cocher. « Eh bien, conduisez-nous droit jusqu'aux portes du Trinity College, » ordonna Mr. Brown, « et puis on vous dira où aller. Vous comprenez maintenant ?»« Oui, monsieur, » répondit le cocher. « Prenez votre envol vers Trinity College. »« Bien, monsieur, » dit le cocher. On fouetta le cheval, et le fiacre s'éloigna à toute allure le long du quai, accompagné d'un chorus de rires et d'adieux. Gabriel n'était pas allé à la porte avec les autres. Il se trouvait dans une partie sombre du hall, regardant l'escalier. Une femme se tenait près du haut de la première volée, également dans l'ombre. Il ne pouvait pas voir son visage, mais il distinguait les pans de sa jupe, ocre et rose saumon, que l'ombre faisait paraître noir et blanc. C'était sa femme. Elle s'appuyait sur la rampe, écoutant quelque chose. Gabriel, surpris par son immobilité, tendit l'oreille pour écouter lui aussi. Mais il n'entendait guère que le bruit des rires et des discussions sur le perron, quelques accords joués au piano et quelques notes chantées par une voix d'homme. Immobile dans la pénombre du hall, il tentait de saisir cet air que l'homme chantait, tout en fixant sa femme du regard. Il y avait une grâce et un mystère dans son attitude, comme si elle était le symbole de quelque chose. Il se demanda ce que pouvait symboliser une femme debout dans l'ombre d'un escalier, écoutant une musique lointaine. S'il était peintre, il la peindrait dans cette posture. Son chapeau de feutre bleu ferait ressortir le bronze de ses cheveux dans l'obscurité, et les volants foncés de sa jupe mettraient en valeur les plus clairs. Musique lointaine. S'il avait été peintre, c'est ainsi qu'il aurait intitulé le tableau. La porte d'entrée était entr'ouverte, et tante Kate, tante Julia et Mary Jane rentrèrent dans le hall encore pleines de rire. « Mon Dieu, Freddy n'est-il pas terrible ?» dit Mary Jane. « Il est vraiment terrible. » Gabriel ne dit rien, mais désigna l'escalier d'un geste en direction de l'endroit où se tenait sa femme. Maintenant que la porte d'entrée était fermée, la voix et le piano se faisaient entendre plus clairement. Gabriel leva la main pour leur demander le silence. La chanson semblait être dans la tonalité irlandaise ancienne, et le chanteur paraissait incertain à la fois de ses mots et de sa voix. La voix, rendue plaintive par la distance et l'enrouement du chanteur, donnait à la mélodie cadencée des lueurs vagues, avec ces mots exprimant le chagrin. « Oh, la pluie tombe sur mes lourdes mèches, et la rosée me mouille la peau, mon bébé gît tout froid. »« Oh !» s'exclama Mary Jane, « c'est Bartell D'Arcy qui chante, et il n'a pas voulu chanter de toute la soirée. Oh, je vais lui faire chanter une chanson avant qu'il ne parte. »« Oui, allez-y, Mary Jane !» dit tante Kate. Mary Jane bouscula les autres et courut vers l'escalier, mais, avant qu'elle ne l'atteigne, le chant s'arrêta, et le piano fut brusquement refermé. « Oh, quel dommage !» s'écria-t-elle. « Est-ce qu'il descend, Greta ?» Gabriel entendit sa femme répondre « oui », et la vit descendre vers eux. Quelques pas derrière elle se trouvait Mr. Bartell D'Arcy et Miss O'Callaghan. « Oh, Mr. Darcy !» s'écria Mary Jane. « C'est vraiment méchant de votre part d'arrêter comme ça, alors que nous étions tous ravis de vous écouter. »« Je l'ai supplié toute la soirée, » a dit Miss O'Callaghan, « et Mrs. Conroy aussi, et il nous a dit qu'il avait un rhume affreux et qu'il ne pouvait pas chanter. »« Oh, Mr. Darcy !» dit tante Kate, « c'est une très mauvaise excuse. »« Vous ne voyez pas que je suis plus enroué qu'un corbeau ?» dit Mr. Darcy d'un ton bourru. Il entra précipitamment dans le vestiaire et enfila son pardessus. Les autres, décontenancés par sa grossièreté, restèrent bouche bée. Tante Kate fronça les sourcils et fit signe aux autres d'abandonner le sujet. Mr. Darcy se tenait là, s'enveloppant soigneusement le cou tout en fronçant le visage. « C'est ce temps qu'il fait, » dit tante Julia après un silence. « Oui, tout le monde a un rhume, » dit vivement tante Kate. « Tout le monde. »« On dit, » ajouta Mary Jane, « qu'on n'a pas eu de neige pareille depuis 30 ans, et j'ai lu ce matin dans les journaux que la neige tombe sur toute l'Irlande. »« J'adore voir la neige, » dit tante Julia tristement. « Moi aussi, » dit Miss O'Callaghan. « Je pense que Noël n'est jamais vraiment Noël tant que le sol n'est pas recouvert de neige. »« Mais le pauvre Mr. Darcy n'aime pas la neige, » dit tante Kate avec un sourire. «
Mr. Darcy sortit du vestiaire entièrement enveloppé et boutonné. D'un ton repentant, il leur raconta l'histoire de son rhume. Tout le monde lui donna des conseils, déplora son état et l'incita à prendre soin de sa gorge dans l'air de la nuit. Gabrielle observait sa femme, qui ne participait pas à la conversation. Elle se tenait juste sous le lumignon poussiéreux, et la flamme du gaz illuminait le riche bronze de ses cheveux qu'il avait vu sécher à la chaleur du feu quelques jours auparavant. Elle était dans la même posture et semblait inconsciente de ce qui se disait autour d'elle. Finalement, elle se tourna vers eux, et Gabrielle vit qu'elle avait les joues roses et les yeux brillants. Une soudaine vague de joie déferla de son cœur. « Mr. Darcy, dit-elle, comment s'appelle la chanson que vous chantiez ?»« Elle s'appelle La jeune fille d'Ogrim, répondit Mr. Darcy, mais je ne me souvenais plus précisément des paroles. Pourquoi, la connaissez-vous ?»« La jeune fille d'Ogrim, répéta-t-elle. Je n'arrivais pas à me souvenir du nom. »« C'est un très bel air, dit Mary-Jane. Je suis désolée que vous n'ayez pas été plus en voix ce soir. »« Voyons, Mary-Jane, intervint tante Kate, ne dérange pas Mr. Darcy. Je ne veux pas qu'il soit ennuyé. » Voyant que tout le monde était prêt à partir, elle les guida vers la porte où l'on se dit bonsoir. « Eh bien, bonne nuit, tante Kate, et merci pour cette agréable soirée. »« Bonne nuit, Gabrielle. Bonne nuit, Greta. »« Bonne nuit, tante Kate, et merci beaucoup. Bonne nuit, tante Julia. »« Oh, bonne nuit, Greta, je ne t'avais pas vue. »« Bonne nuit, Mr. Darcy. Bonne nuit, Miss O'Callaghan. »« Bonne nuit, Miss Morgan. Bonne nuit encore. Bonne nuit à tous. Entrez bien. Bonne nuit, bonne nuit. » Le matin était encore sombre. Une lumière jaune terne enveloppait les maisons et la rivière, et le ciel semblait descendre. Le sol était boueux, et seules des traînées et des plaques de neige subsistaient sur les toits, les parapets du quai et les grilles des jardins. Les réverbères continuaient à rougeoyer dans l'air brumeux, et de l'autre côté de la rivière, le palais des 4 cours se détachait de façon menaçante sur le ciel lourd.